Parfait. Alors, comme mon collègue, je remercie tout d'abord les deux organisateurs de m'accueillir dans ce séminaire pour partager une partie de mes recherches et je remercie également toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, excusez-moi, si vous le permettez, en guise d'introduction et pour faire un petit peu mieux connaissance, je vais brièvement vous parler de mon parcours et de l'origine du projet que je mène actuellement à l'Université de Lille sous la direction de RootWeb. Alors, depuis ma thèse, je m'intéresse à la rhétorique en tant qu'outil d'analyse pour la littérature ancienne et plus particulièrement au lien entre rhétorique et écriture de l'histoire dans l'Antiquité. Ma thèse avait pour objet de comparer un ensemble d'extraits parallèles des œuvres de Polybe et de Tite-Live afin de confronter les deux auteurs non pas sur le plan de la vérité historique, mais sur celui de la représentation des événements qu'ils rapportaient et des moyens utilisés pour susciter l'adhésion. À l'aide d'une grille de lecture inspirée des traités antiques, mais aussi des développements modernes en matière de rhétorique et d'argumentation, j'avais pu mettre en évidence des tendances propres dans le choix des modalités argumentatives et persuasives, mais aussi des points communs autorisant un rapprochement sur le plan pratique et pas seulement sur le plan théorique entre la narration historique et la narration rhétorique, c'est-à-dire une narration qui, par des éléments disséminés mais cohérents entre eux, est mise au service de conclusions explicites ou implicites. Après ma thèse, j'ai mené des recherches sur les exercices de rhétorique pratiqués dans l'Antiquité et sur leur potentielle réadaptation à des contextes contemporains dans le but de développer des outils pour l'apprentissage de la parole publique aujourd'hui. Pour ce faire, un accord avait été conclu avec un établissement d'enseignement secondaire à Bruxelles et j'ai pu tester avec les élèves de lycée, enfin ça correspond oui, au lycée en France, pendant plusieurs années un cours expérimental de rhétorique. Les expériences ont pu ensuite être étendues au milieu universitaire, au milieu associatif et j'ai eu aussi le plaisir de travailler avec les exercices de rhétorique dans les cours dont j'ai eu la charge à Lille au cours de ces dernières années. Donc, ces recherches expérimentales que nous sommes désormais de nombreux à mener en France et ailleurs, en Belgique notamment, mais aussi ailleurs en Europe et dans le monde, donnent des résultats très encourageants qui tentent à montrer que les exercices de rhétorique hérités de l'Antiquité permettent non seulement d'acquérir des compétences techniques, des compétences rhétoriques, mais également des capacités d'ordre cognitif ou relationnel qu'on appelle parfois les soft skills. Mon objectif est désormais de faire le pont entre les deux axes de ces recherches en abordant l'historiographie ancienne sous l'angle plus précis de l'instruction rhétorique et non pas de la théorie seulement, et de l'influence qu'elle a pu exercer sur l'écriture de l'histoire. Et en me concentrant, dans le cadre du projet dont je vais vous parler, sur un procédé précis qui est l'enargeia. Partant, il s'agit aussi d'aborder et d'exploiter des parallèles possibles avec des formes contemporaines de représentation historiographique, d'allier un petit peu antiquité et modernité, recherche fondamentale et recherche appliquée par le biais de l'expérimentation. Je vais vous en parler dans un instant. Alors, avant de me pencher sur la technique qui m'intéresse, il convient peut-être de dire quelques mots du contexte dans lequel elle intervient et de la formation à la rhétorique dans l'Antiquité, telle qu'elle nous est finalement relativement bien connue à l'époque impériale, où elle était largement diffusée et constituait un passage obligé pour toute personne qui voulait exercer une fonction dans la vie publique. La première étape était constituée par le cycle des progymnasmata, ou exercices préparatoires, soit une série d'une douzaine d'exercices écrits et oraux, allant de compositions simples, une fable, un récit, à des argumentaires complets, et en passant par certains types de développement, comme l'éloge et le blâme, ou le parallèle. Le cycle principal était en outre consolidé par des exercices d'accompagnement, lecture, paraphrase, réélaboration, pour s'adapter constamment au niveau des élèves. Comme leur nom l'indique, ces exercices préparatoires préparaient eux-mêmes à l'étape suivante les déclamations qui consistaient en des discours complets dans un cadre fictif, délibératif ou judiciaire. C'était donc les suasoirs et les controverses. Nous sommes renseignés sur cette formation rhétorique par diverses sources, 4 principaux manuels de progymnasmata, ceux d'Augustéon, Pseudo-Hermogène, Aphthonios et Nicolaos, qui s'étalent entre la fin du 1er siècle
ou le 2e siècle après Jésus-Christ et le 5e siècle après Jésus-Christ, et qui contiennent tous l'exercice de l'ekphrasis, dont je vais vous parler dans un instant. Et à cela s'ajoutent encore les réflexions d'autres auteurs comme Quintilien, des collections de modèles, des exemples ou des allusions dans la littérature, ou encore la documentation papyrologique. De même, pour les déclamations, on a un ensemble de recueils ou de traités. Et toute cette documentation a fait l'objet d'études et d'éditions récentes, et je dirais plus globalement d'un regain d'intérêt auprès de la communauté scientifique, non seulement car elle permet de relire des pans entiers de la littérature antique avec un regard neuf, mais aussi dans l'idée que cette formation pourrait être réadaptée et fournir encore des outils pour une formation actuelle à la rhétorique. Je vais y venir. Alors, au sein du cycle des progymnasmata, l'ekphrasis, qui m'intéresse plus particulièrement, est défini, vous avez la définition du manuel d'Auguste Léon qui apparaît à l'écran, comme une description visant à mettre sous les yeux ce qu'on propose de représenter, une personne, une chose, un lieu ou une scène, de façon particulièrement vivante afin de créer une représentation mentale, l'illusion d'une perception directe et partant de susciter des impressions, des émotions fortes. Si je parle d'illusion, c'est parce que, comme l'explique Ruth Webb, c'est la citation numéro 2, l'ekphrasis ne peut prétendre créer une image de toute pièce. Elle ne fait en réalité que réactiver des images qui sont déjà présentes à l'esprit de l'auditoire, qui peuvent être plus ou moins éloignées de la réalité vécue et pas exemptes de stéréotypes. Mais le fait de puiser dans ces images connues est susceptible de produire un effet de familiarité, de vraisemblance et même d'évidence. Et c'est cet effet d'évidence que vise l'exercice et qui était appelé en grec enargeia, comme l'explique Quintilien dans la citation suivante. Si j'ai à me plaindre qu'un homme a été assassiné, ne pourrais-je pas me représenter tout ce qui a dû vraisemblablement se passer dans la réalité? Ne verrais-je pas l'assassin bondir subitement, la personne acculée pâlir, crier, supplier ou fuir? Ne verrais-je point l'assaillant frapper et la victime tomber? N'aurais-je pas présent à l'esprit le sang et la pâleur et les gémissements, et enfin la bouche ouverte de celui qui rend son dernier soupir? De là naîtra l'enargeia, que Cicéron appelle illustratio ou evidentia, qui nous semble non pas tant dire que montrer, et nos sentiments ne souffront pas moins que si nous assistions aux événements eux-mêmes. Dans un autre passage, le même auteur, Quintilien, décrit la technique de la façon suivante. C'est avec le même procédé que l'on accroît la pitié sur le sort des villes prises, car sans doute, quand on dit qu'une ville a été prise d'assaut, on embrasse tout ce que comporte un tel sort, mais cette espèce d'annonce concise pénètre les cœurs moins profondément. Si l'on développe ce qui était contenu dans un seul mot, apparaîtront alors les flammes qui se répondent par les maisons et les temples, les toits qui s'écroulent avec fracas, les cris divers qui se fondent en une rumeur unique, la fuite des uns en désordre, les ultimes embrassements des autres étreignant les leurs, les lamentations des enfants et des femmes, et maudissant le destin qui a prolongé leur vie jusque-là, les vieillards. On voit dans ce second passage que le rhéteur latin tente d'expliquer comment il imagine que la technique procède. Il s'agit en fait de décomposer une notion complexe ou abstraite en une série d'images frappantes, visuelles et sensorielles, qui permettent à l'auditoire de reconstituer un tableau d'ensemble ou la dite notion par un raisonnement indiciaire, mais des images qui sont aussi sélectionnées et orientées de manière à servir la cause ou l'objectif, en l'occurrence susciter la pitié, pénétrer les cœurs à l'aide d'images particulièrement pitoyables. Il y a donc un lien fort entre l'enargeia et le fait de susciter des émotions, donc le pathos en rhétorique. Des recherches récentes ont encore rapproché l'enargeia de l'embodied cognition ou encore de l'immersion narrative et ont ainsi identifié d'autres caractéristiques souvent présentes dans les passages considérés comme des exemples d'enargeia. Par exemple, des mouvements ou des gestes, une focalisation interne, une progression lente et chronologique du temps, l'emploi de certains temps, des déictiques, des paroles en style direct ou en style indirect libre. Enfin, lorsque cette capacité a été entraînée, elle peut produire ce que Ruth Webb appelle l'ekphrastic thinking, c'est-à-dire la capacité à se demander ce qui se produit habituellement et ce qui a pu se produire dans le cas considéré.
C'est quelque chose qu'on retrouve finalement assez souvent dans la déclamation et même dans des pièces aussi anciennes que la défense de Palamède, par exemple. Et j'irais même un peu plus loin, on peut ainsi développer la capacité à un regard ekphrastique, c'est-à-dire en paraphrasant un petit peu la définition de la rhétorique par Aristote, la capacité à discerner ce qui, dans une situation ou dans un exercice donné, peut faire l'objet de la technique et donc peut être exploité, être déplié de manière à créer l'énargeia. Mais il y a autre chose qui transparaît dans la citation de Quintilien, c'est le lien potentiel avec l'historiographie ancienne, qui, bon, comme vous le savez, était principalement organisée autour d'événements militaires, comme les sièges, les batailles, qui étaient aussi des sujets récurrents de l'exercice de l'ekphrasis. Je rappelle que contrairement à son sens récent, au sens récent d'ekphrasis, dans l'Antiquité, l'ekphrasis pouvait s'appliquer à différents sujets, une personne, un objet, un lieu, une scène. D'ailleurs, les manuels de progymnasmata, et en particulier celui d'Aius Therion, recommandent l'ekphrasis aux auteurs de différents genres, y compris les historiens, et illustrent l'exercice de l'ekphrasis en renvoyant directement à des extraits d'Homère ou à des scènes de Thucydide, et on peut donc se demander si la technique a pu avoir une influence sur l'écriture de l'histoire. Alors, en revenant à mes premiers travaux sur l'écriture de l'histoire dans l'Antiquité, donc chez Polybe et Tite-Live, je me suis rendu compte que certaines des différences qu'on pouvait observer entre les récits des deux auteurs pouvaient correspondre à des procédés ou à des transformations pratiquées dans le cadre de la formation rhétorique. Et je voudrais vous montrer deux exemples tirés de l'épisode de la bataille de Cynocéphale, qui est rapporté au livre de 18 des Histoires de Polybe et au livre 33 de La Bourbée Condita de Tite-Live, et qui, je le rappelle, pas à mon collègue bien sûr, mais à ceux qui nous écoutent, donc qu'elle a opposé les armées du proconsul Titus Quintius Flamininus et Philippe V de Macédoine en 197 avant Jésus-Christ. Alors non seulement ce passage fait partie de ceux pour lesquels il est possible de lire en parallèle les récits des deux auteurs, mais aussi de ceux pour lesquels il est raisonnable de penser que Polybe est la source principale de Tite-Live, puisque ce dernier cite nommément Polybe à l'issue de son récit. La citation apparaît en latin à l'écran. Alors, avant la bataille proprement dite, les deux armées progressent longtemps sans se voir car elles sont séparées par des hauteurs, qui sont donc surnommées les têtes de chien, kinoskephalae. Elles cherchent donc à anticiper leurs mouvements respectifs en envoyant des détachements en repérage, ce qui donne lieu à plusieurs escarmouches jusqu'à ce que l'un de ces combats d'avant-garde dégénère en un engagement général dont Flamininus sortira finalement vainqueur. Alors, au cours des jours qui précèdent l'affrontement, donc, les deux armées doivent faire face à différents obstacles, dont un épais brouillard qui désoriente l'armée de Philippe. Et c'est ma citation numéro 5. Après avoir dit le phénomène météorologique en question, Polybe écrit « Pourtant, Philippe, pressé d'arriver au but, leva le camp et se remit en route avec toute son armée. Mais gêné dans sa marche par le brouillard, il s'arrêta après n'avoir fait que peu de trajet et établit son armée à l'abri d'un retranchement. Si Philippe, qui commande ici à l'action, s'avance imprudemment dans le brouillard, il parvient finalement à rattraper la situation. Mais au même endroit de son récit, Tite-Live insère quant à lui une brève description dans laquelle on assiste à l'errance de l'armée du roi de Macédoine. Il écrit « Mais un brouillard si dense avait obscurci le jour que ni les porte-enseignes ne pouvaient voir la route, ni les soldats les enseignes, et que la colonne allant de côté et d'autre en suivant des appels incertains était désorganisée comme s'il était égaré en pleine nuit. » Alors, on trouve dans cet extrait chez Tite-Live des caractéristiques de l'énargeia telle qu'elle est représentée par Quintilien. Tite-Live ne fait en fait ici que déployer une information contenue dans le texte grec, plus précisément dans le participe dus chrestou-menos, en des termes assez visuels et sensoriels, même si la perception des acteurs, dont le texte semble adopter partiellement le point de vue, est contrariée par le brouillard. Le procédé n'est pas sans effet. Non seulement le lecteur peut se représenter ce qu'il se passe et avoir l'impression que l'armée macédonienne est en difficulté et en quelque sorte
livrée à elle-même, sans commandement, mais il peut également parvenir à cette conclusion par lui-même, ce qui, en rhétorique, est généralement considéré comme plus efficace. Un peu plus loin, après que la bataille a tourné à l'avantage des Romains, Philippe se réfugie sur une hauteur et observe la situation et comprend alors qu'il a perdu la bataille. Tandis que Polybe indique que Philippe raisonne, qu'il se rend compte que son aile gauche, qui jusque-là résistait encore, a été défaite et qu'il est temps pour lui de prendre la fuite, Tite-Live donne à voir une image concrète à travers les yeux du souverain macédonien, qui voit que ces hommes fouillaient en désordre et que toutes les éminences alentour brillaient d'enseignes et d'armes. On retrouve ici de nouveau un vocabulaire assez visuel, médié par un point de vue particulier, et on retrouve également un Philippe mal informé, un petit peu dépassé par les événements et par finalement les effets de décision qu'il a pris souvent de façon un petit peu impulsive. C'est en tout cas de cette manière que Tite-Live le représente tout au long du passage. Alors on pourrait multiplier les exemples. En fait, dans les extraits parallèles, il est assez fréquent de trouver ainsi des descriptions ou des éléments visuels ajoutés par Tite-Live par rapport au texte de Polybe, et parfois réciproquement, mais c'est plus rare, qui souvent nécessitent un effort d'imagination et pas forcément le recours à une autre source. Ils peuvent souvent s'expliquer par la technique et par une volonté de représenter l'événement d'une certaine façon. Toutefois, Polybe et Tite-Live ne représentent qu'un faible échantillon et qui, de plus, si on veut être strict, est problématique du point de vue chronologique, puisque ces deux auteurs se situent avant les sources rhétoriques que j'ai mentionnées. On pourrait bien sûr trouver des explications, hein, comme le fait que le programme des progymnasmata ne s'est pas constitué au 1er siècle après Jésus-Christ, ça a mis probablement un certain temps, mais on pourrait surtout se demander ce qu'il en est pour les auteurs des périodes où l'on sait que les exercices étaient largement pratiqués et diffusés. Et donc l'idée du projet imaginé avec Hooke-Webb a été d'investiguer sous l'angle de l'energeia et de l'ekphrasis les historiens grecs et latins contemporains de la seconde sophistique, donc grosso modo du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ, pour voir si on peut y trouver des phénomènes similaires, pour diverses raisons, mais en particulier à cause de la rhétorique. Les auteurs de cette époque n'ont pas le prestige de certains auteurs classiques auxquels les manuels font d'ailleurs référence, et ils font parfois l'objet d'une certaine défiance auprès des spécialistes modernes et ont relativement été peu investigués de ce point de vue. Donc, à la question de savoir si les historiens contemporains de nos principales sources pour l'enseignement de la rhétorique ont recours à l'enargeia, on peut également répondre par l'affirmative. Et je vous renvoie notamment à un article de Sophie Gotland, qui est une des rares études disponibles, mais qui concerne uniquement deux auteurs, Appien et Dion Cassius. Je me contenterai pour ma part d'un seul exemple qui n'est pas développé dans cette étude, mais qui me paraît tout aussi parlant. Il s'agit d'un extrait du récit de la bataille de Pharsale, par Dion Cassius, donc la bataille qui oppose César et Pompée en 48 avant Jésus-Christ. Et voici l'extrait. Pour ceux pour lesquels le combat était un combat de loin, l'horreur était moins perceptible, puisqu'ils ne reconnaissaient pas ceux qu'ils frappaient avec leurs flèches, avec leurs javelots, avec leurs frondes. En revanche, les légionnaires et les cavaliers étaient dans une situation absolument terrible, parce que près les uns des autres, ils pouvaient comprendre les mots qu'ils s'échangeaient, et de ce fait, reconnaissaient les adversaires qu'ils blessaient. Ils les appelaient par leur nom et les tuaient, ils leur rappelaient leur patrie commune et les dépouillaient. Voilà ce que les Romains et les Italiens, leurs compagnons d'armes, où que se produisit la rencontre, faisaient et subissaient, et beaucoup donnaient à ceux-là même qui les tuaient des messages à rapporter à leur famille. Alors, l'éditrice Cuff du passage, hein, dont je cite ici la traduction, exprime qu'en proposant un tableau si pathétique, Dion Cassius frise le ridicule. De fait, d'un point de vue historique, la description que vous avez là occupe finalement toute la place. On a un petit peu d'éléments pour comprendre ce qui se passe. Et Dion ne semble guère s'intéresser à la compréhension causale des événements,
comme vous pouvez le voir dans la suite du passage, hein, finalement, il explique la défaite de façon assez rapide, de façon un peu bâclée, alors même que d'autres sources, comme Appien ou César lui-même, offrent des informations détaillées sur la tactique des deux armées, sur le stratagème qui a permis à César de l'emporter. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que ces sources sont moins orientées, mais simplement qu'elles sont à première vue plus satisfaisantes au regard de critères modernes. Encore faut-il, bien sûr, s'accorder sur ceci. Sur le plan littéraire et rhétorique, on comprend cependant pourtant bien ce que Dillon cherche à faire à travers sa narration, qui laisse transparaître une dimension morale. Hein, ce qu'on trouve aussi parfois dans les exercices de rhétorique. Un certain temps après les événements, il porte un regard critique sur les luttes et sur les chefs de la fin de la République romaine, en représentant ces luttes comme un combat fratricide et regrettable. Alors, s'il y a sans doute de l'excès dans la narration de Dillon, on trouvera sans doute son propos moins ridicule si on songe à l'évolution de la manière dont on a représenté d'autres conflits, comme par exemple les conflits mondiaux, plus particulièrement peut-être la Première Guerre mondiale, entre une vision peut-être manichéenne et puis celle plutôt d'un gâchis, d'une boucherie sans nom, où les frontières entre le juste et l'injuste sont parfois brouillées, dès qu'il s'agit d'envisager le conflit à travers le point de vue d'hommes de troupes qui ne savent pas ou plus très bien pourquoi ils se battent. Et c'est ce qui me permet aussi d'aborder le volet pratique de la recherche. Après tout, finalement, ne trouve-t-on pas les mêmes procédés de représentation dans des formes historiographiques modernes ou dans les façons, je vais reprendre le même terme que mon collègue, dans les façons populaires, disons, dont l'histoire est souvent consommée aujourd'hui et où on trouve souvent une dimension très visuelle, sous la forme de romans historiques, de docu-fiction, de bandes dessinées, de muséographie interactive ou de relecture politique et parfois tendancieuse qui soulèvent des polémiques. Donc, on a des procédés, on y observe parfois des procédés de fictionnalisation, justement, qui brouillent les limites entre histoire et fiction et qui sont peut-être plus forcément compris comme tels. Dès lors, révéler et pratiquer et non simplement observer ou analyser, grâce à la rhétorique et à l'exercice, les procédés qui président à la construction de certaines représentations pourraient permettre de développer un regard et une conscience critique de leurs usages, mais aussi, on peut l'espérer, en prenant conscience de ces procédés d'écriture, un certain sens de la responsabilité. Et c'est justement ce que je suis en train de tester dans la région lilloise, plus précisément dans une classe de seconde à Roubaix. Alors, l'expérience dont je vais à présent vous parler s'est déroulée en classe de français, plus précisément dans le cadre du cours de littérature. D'ailleurs, je dois au passage de remercier la collègue qui m'a accueilli, Sarah Lagroux, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais sans qui rien n'aurait été possible. Alors, si j'ai pas pu encore, mais ça va venir aborder directement l'écriture de l'histoire, mais l'occasion s'est présentée de travailler l'Enargaïa à partir de quelque chose qui s'en rapproche un peu. Les élèves étudiaient alors, à ce moment-là, le roman L'adversaire d'Emmanuel Carrère, qui est un exemple de non-fiction narrative, autrement dit, une œuvre qui traite d'un fait réel, mais assez récent, à la manière d'un roman. Le fait en question, le fait divers en question, c'est l'affaire Roman qui remonte à 1993, alors acculé par des problèmes financiers, par des mensonges qui organisent sa vie et qui sont sur le point d'être découverts. Jean-Claude Roman tue son épouse, ses deux enfants, puis il va tuer ses parents avant de rentrer chez lui et d'incendier sa maison. Il survit à l'incendie et finit par avouer son crime qui l'avait maquillé ou qui ressemblait ou qui pouvait ressembler à un accident, et il est condamné à la prison à perpétuité. L'intérêt pour moi de travailler à partir de ce roman, outre le fait qu'il s'appuie sur des faits réels, est qu'il retranscrit une partie du procès de Jean-Claude Roman, et plus précisément du réquisitoire de l'accusation, qui met en doute par une narration précise et orientée la sincérité de la volonté de suicide du personnage. Et cette présentation contraste avec la narration du même événement faite par le romancier un peu plus tôt. Cette double présentation, et c'est d'ailleurs un procédé qu'on retrouve dans l'historiographie antique,
permet ainsi d'illustrer un principe qui est au cœur de la théorie de la narration et de l'énargéa. On peut modifier la perception d'événements par la manière dont on les rapporte. Après une brève initiation à la rhétorique, je passe maintenant au programme. Il a été possible en 3 séances d'1 heure de cours d'analyser, en 3 séances, d'analyser les passages pertinents du roman, d'en extraire des principes techniques et de les illustrer par des extraits de traités antiques, notamment les extraits de Quintilien, ainsi que par des extraits ou par des exemples anciens, donc des exemples concrets anciens et récents. Enfin, au cours de la 4e séance, il a été proposé aux élèves de s'exercer à l'énargéa à travers un travail d'écriture portant sur un autre fait divers inventé, celui-là. Alors, comment est-ce qu'on peut exercer cette technique? Comment exercer ce regard ekphrastique à travers un exercice? Une façon simple de le faire, que j'avais déjà pratiqué, consiste simplement à décrire une scène ou un lieu avec différents points de vue, finalement un exercice assez classique, ou de manière à susciter des émotions différentes. Mais on peut encore aller plus loin, je pense, en s'appuyant sur les extraits de Quintilien et sur les exemples fournis par la littérature ancienne. Selon un principe que j'ai développé dans une autre publication qui apparaît à l'écran, qui s'inspire plus ou moins de l'archéologie expérimentale, j'y reviendrai si vous voulez. Si on veut exercer une technique particulière, il faut lui offrir un espace pour s'exprimer, voire des accroches sur lesquelles elle pourra prendre appui. Ce qui revient à se demander dans quelles conditions l'énargéa et le regard ekphrastique trouvent le mieux à s'exprimer. Alors, sur ce point, les données fournies entre autres par l'historiographie ancienne montrent que l'énargéa intervient souvent lorsque la perception des personnages dont on adopte le point de vue est contrariée, voire lorsqu'on n'a pas assisté du tout à l'événement. En outre, que cet événement correspond souvent à un type, à une notion, la bataille, le siège, la fuite, le pillage, une notion qui est suffisamment familière pour qu'on puisse en développer les aspects. Alors, inspiré par ces principes, l'énoncé suivant a été proposé aux élèves. Donc, je le lis. Bernard vit un divorce difficile avec son épouse, Jaline, qui le soupçonne d'avoir une maîtresse et de cacher une partie de ses revenus. Il a déménagé dans une petite maison avec un garage situé dans un village de campagne. En cette fin d'année, le village a connu plusieurs cambriolages particulièrement violents qui font la une de la presse locale et animent les conversations de comptoir. Par une nuit calme, il est un peu plus de minuit lorsque Bernard, qui dort à l'étage, est réveillé par des bruits provenant de son garage. Passionné de tir sportif, il prend son fusil favori dans son atelier situé à côté de la chambre et se dirige vers le rez-de-chaussée. Lorsqu'il ouvre la porte du garage, il aperçoit dans la pénombre une silhouette tenant un objet brillant. Une détonation retentit et attire l'attention des voisins qui appellent aussitôt la police. Une patrouille arrive rapidement sur les lieux. Dans le garage, dont la lumière ne fonctionne pas, les agents découvrent le corps de Jacqueline, l'ex-épouse de Bernard, avec un trou en pleine tête et une clé en croix à la main, accusée d'homicide volontaire. Alors, dans cet énoncé, on remarque que grâce à une forme d'ellipse, le fait principal n'est pas rapporté et en fait seul son auteur est désormais en mesure de connaître la vérité, ce qui oblige au moins à raconter, à compléter le récit. En outre, d'autres expressions que j'ai mises en gras sont relativement abstraites et peuvent faire l'objet d'un traitement ekphrastique. Sur la base de cet énoncé, il était demandé aux élèves de rédiger pour le bloc d'un journal un récit, et non pas une argumentation, d'au moins 10 lignes, de manière soit à incriminer, soit à défendre Bernard. Et ces deux orientations ont été réparties de façon aléatoire dans la classe. Il devait le faire, bien sûr, en s'appuyant sur les éléments du texte et en veillant à la qualité de la langue. Si l'objectif, pour moi, était avant tout de voir si les élèves parvenaient à s'approprier la technique, on peut imaginer différents critères plus ou moins objectifs pour évaluer ce type de tâche.
outre tout ce qui relève de la langue, et qui fait partie du cours de français, sur le plan rhétorique, on sera attentif à la présence d'un véritable travail d'écriture ou de réécriture, au fait que cet effort vise à décomposer, à concrétiser en prenant appui sur les éléments fournis et de manière à faire voir et à faire ressentir quelque chose. Enfin, on sera attentif au respect de l'orientation qui a été donnée sans créer de contradiction. Alors, les résultats ont été assez positifs. Non seulement les élèves se sont investis dans la tâche en dépassant souvent la limite qui leur avait été indiquée, et ils ont la plupart du temps, et je dois dire davantage que dans d'autres expériences que j'avais menées, fait le travail de réécriture en comprenant dans quel sens il devait se faire et en créant l'énarchéa, même de façon assez ponctuelle. Sans doute parce que dans le cadre de cette expérience, ils avaient reçu des appuis que je n'avais pas fournis dans des expériences précédentes. Mais au-delà de ces aspects, si on entre dans le grain un peu plus fin de l'analyse, ils ont surtout fait preuve d'une grande créativité dans l'application de la technique en usant de procédés qui pourraient faire l'objet d'un travail ultérieur, voire préalable, afin de les équiper davantage pour la tâche. Alors, je vous montre bien sûr éventuellement tout de suite des exemples tirés des copies d'élèves dont je corrige seulement l'orthographe. Par exemple, voilà, il prit son fusil à deux mains, tremblant de peur, et tira en essayant de ne pas toucher la personne, mais de lui faire peur. Donc, on voit que ici l'élève crée de l'attention, essaye de décomposer un petit peu les choses, ou la scène du tir, en essayant en plus de dédouaner Bernard. Citation suivante, Jacqueline se retrouva seule dans le noir avec un pneu crevé. Ses seules options étaient soit de rentrer chez elle dans le froid en marchant plusieurs kilomètres, soit de se rendre chez son ex-mari qui possède un garage avec tous les outils nécessaires. Alors, on voit très clairement que là, l'élève a essayé de construire une forme d'alternative plombée, hein, donc un principe que je ne leur avais pas enseigné, mais qui peut être pointé grâce à l'exercice et sur lequel on peut dès lors attirer un petit peu l'attention. Je vous montre un autre extrait. Donc, alors Bernard, furieux, se lève d'un bond et se rend dans son atelier qui se trouve près de sa chambre. Ni une ni deux, il se saisit de son fusil favori et malgré l'adrénaline et la colère, prend soin de vérifier qu'il est chargé. Ses pas rapides font craquer les marches de son escalier en bois et c'est là que l'irréparable va se produire. Les bruits du garage s'amplifient, il ouvre la porte d'une traite sans hésiter, son regard croise une silhouette fine et féminine, une silhouette qu'il connaissait bien et avec qui il avait passé tant de nuits. Dernier extrait, elle, il s'agit cette fois de prendre le point de vue de Jacqueline, se glissa discrètement par la fenêtre mal fermée et commença à chercher dans le garage. Elle ouvrait des placards à la recherche d'outils tout en restant la plus discrète possible jusqu'à ce qu'elle entende quelqu'un descendre dans l'escalier. Elle s'empressa de trouver ce qu'elle cherchait, le stress monte, elle finit par trouver ce qu'elle voulait, une clé en croix. Elle n'avait plus qu'à fuir, mais il était trop tard. La porte reliant la maison du garage au garage s'entrouvre, et ce qu'elle redoutait allait arriver, une discussion gênante avec son ex-mari. Clé en croix à la main, elle se demandait ce qu'elle lui dirait en premier lorsqu'il lui demanda ce qu'elle faisait là. Elle n'a pas le temps de lui répondre qu'elle est déjà morte, une balle en pleine tête tirée par son ex-mari. Donc, c'est finalement cette diversité des procédés que j'ai tenu à montrer aux élèves lors d'une 5e séance de débriefing ou de retour sur expérience dont leur production était le centre. C'était une façon finalement de leur faire prendre conscience de la pertinence et de la variété de ce qu'ils avaient fait, donc de leur propre créativité, de leurs propres aptitudes, ce qui était une chose finalement assez déroutante pour eux. J'avais l'impression qu'ils n'étaient pas habitués à s'entendre parler de leur production de cette manière. Il a également été possible, et de façon tout aussi déroutante pour eux, de leur demander leur avis sur l'expérience. La plupart ont trouvé ça plutôt intéressant, sans toujours percevoir l'utilité future de l'exercice. D'autres l'ont trouvé compliqué, mais finalement compréhensible et faisable. Et je cite l'un d'entre eux, dans le fond, plutôt cool. Ce qui est peut-être un beau compliment. Alors, je conclus je vais répondre dans un instant à vos questions. Finalement, en un temps relativement limité, j'ai pu obtenir ce que j'escomptais, c'est-à-dire une imitation, une adaptation à un cas particulier
de ce regard ekphrastique que j'avais pu observer chez les historiens anciens et dans les traités anciens. Il reste un pas à franchir qui nécessitera toujours une contextualisation, une préparation pour transférer cela à l'écriture de l'histoire. Alors bien sûr, ce genre d'expérience que je mène depuis un certain temps soulève toujours de nombreuses questions qui ne sont pas forcément aisées à résoudre lorsqu'on doit répondre aux exigences du terrain. J'entends par là un professeur qui a un programme à respecter. Les élèves seraient-ils capables d'identifier la technique ou l'usage de ces techniques dans un autre contexte, d'y avoir recours spontanément dans d'autres types de production, et ferait-il forcément mieux que d'autres qui n'auraient pas été sensibilisés à la technique? Cela pose en fait la question des limites de ces expériences. Toutefois, les résultats, et souvent, je dois dire, l'accueil des élèves, sont pour moi, et je l'espère pour d'autres, un encouragement à les poursuivre, ces expériences, et à imaginer peut-être des protocoles qui permettraient de répondre à ces questions, de dépasser certains écueils. En rassemblant les données et en rassemblant les recherches qui sont en cours, voire en les coordonnant, on peut espérer pouvoir prouver un jour scientifiquement l'utilité de ces exercices et de l'apprentissage de la rhétorique dans toute une série de domaines. Voilà, alors je vous remercie pour votre attention et voilà, je réponds à vos questions.